Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nicolas Sarkozy est commissionné par les Russes. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. C'est le devoir du président français de conserver ouverte la voie du dialogue avec la Russie. L'intuition du président Macron était la bonne. Il n'a pas, hélas, été jusqu'au bout. Ces propos sont honteux. Nicolas Sarkozy aurait perçu 300 000 € pour faire une conférence en Russie. On ne négocie pas avec un criminel de guerre. De qui on parle ? Est-ce qu'on parle de l'ancien président de la République ou de l'influenceur commissionné par les Russes ? Nicolas Sarkozy est-il, oui ou non, trop complaisant avec la Russie de Vladimir Poutine ? C'est le reproche qui lui est adressé par un certain nombre d'observateurs, certains de ses anciens collaborateurs, mais aussi certains hommes politiques. Vous entendiez à l'instant le Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, député Europe Écologie Les Verts, qui le traite même d'influenceur à la solde de la Russie. Je reviens sur quelques propos qu'il a tenus. L'Ukraine, un trait d'union entre l'Ouest et l'Est, il faut qu'elle le reste. L'Ukraine a une vocation de pont entre l'Europe et la Russie, et c'est pourquoi elle doit rester un pays neutre. Alors un pays neutre, ça voudrait dire qui ne rejoindrait jamais l'OTAN, et peut-être, pourquoi pas, l'Union européenne, ça c'est encore autre chose. Par ailleurs, d'autres propos qui ont été raillés, notamment, je cite, « Les Russes sont des Slaves. Ils sont différents de nous. Malgré cela, nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. » Nicolas Sarkozy au centre des critiques. On en parle avec notre invité, le général Michel Yakovlev. Bonjour à vous. Bonjour, soyez le bienvenu de votre accueil. Mais soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien haut gradé français dans la chaîne de commandement de l'OTAN. C'est pourquoi c'est à vous que je poserai cette première question. Mon général, il faut que l'Ukraine soit un pays neutre, c'est-à-dire qui n'aurait jamais vocation à entrer dans l'OTAN. Comment avez-vous accueilli ces propos de l'ancien président Nicolas Sarkozy ? Alors d'abord, je n'ai pas eu la totalité des propos, donc je prends quand même des précautions parce qu'il y a le contexte, etc. Alors, je suis en total désaccord avec la notion que l'Ukraine serait condamnée à la neutralité essentiellement par le choix des Russes, parce que c'est ça l'affaire. En 2010, l'Ukraine avait renoncé à sa candidature à l'OTAN et à l'Union européenne. Elle avait renoncé. Grand soulagement à Bruxelles, je ne vous le cache pas, quand j'y étais à l'époque. Ça faisait un irritant de moins avec Poutine, etc. C'était 2 ans après la Géorgie, 2008. Donc l'Ukraine renonce, c'est officiel, c'est la ligne, le choix du pays. Et en 2014, la Russie leur fait le coup de la Crimée et du Donbass. Alors vous comprenez que depuis, ils étaient neutres de fait en 2010. Apparemment, ça n'a pas suffi à ce que Poutine respecte leur neutralité. Donc, il faut quand même les comprendre s'ils veulent plus être neutres aujourd'hui, s'ils veulent être alignés avec l'OTAN et l'Union européenne. Ceci dit, le président Sarkozy émet une opinion. C'est son opinion. Comme je vous ai dit, je ne la partage pas. Je trouve choquant qu'on lui tombe dessus pour ça, vous voyez, comme s'il émettait une opinion qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et c'est pourquoi on en débat. Opinion, mais il a le droit d'avoir quand même. Et tout le monde a le droit d'avoir une opinion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on en débat et on n'est pas tous d'accord autour de cette table sur Sud Radio. Tout le monde a la parole, justement. On parle aussi de l'avenir de la France quand on parle de l'avenir d'un pays européen. Bon, je vous ai vu, Mathieu Hoc, sursauter, justement, ou plutôt acquiescer aux propos de Michel Yakovlev lorsqu'il disait qu'on tombait trop sur Nicolas Sarkozy. Oui, et je trouve qu'on tombe trop sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut rappeler quel est l'objet de l'ouvrage. L'objet de son ouvrage, c'est de raconter 2 années de son mandat pour pouvoir justement en tirer des conséquences en matière de différence de politique publique et de stratégie internationale. Et là-dessus, il formule un certain nombre de diagnostics que l'on peut partager ou pas, mais pour lesquels il a le droit complètement d'avoir une position. Il faut rappeler quand même que ça a été un président qui a exercé, qui a été peut-être le dernier président à avoir porté la France au plus haut, notamment lors de la crise des subprimes, où à une époque il a fallu sauver la monnaie, sauver des emplois et sauver, on va dire, l'économie financiarisée. Autre période, mais devant l'administration de Bush, qui n'était pas tout à fait réticente, qui était plutôt réticente. Sauf que ce dont il est accusé par ses opposants, effectivement, il faut bien le dire, mais aussi par l'un de ses anciens collaborateurs, c'est d'être trop complaisant avec la Russie. Bon, d'autres vont même jusqu'à dire qu'il a été stipendié par la Russie, notamment pour tenir des conférences. Oui, non, sur la question des relations entre la Russie et l'Ukraine, il pose la question suivante, c'est comment
faites-vous pour pouvoir récupérer les territoires ukrainiens? Aujourd'hui, on sait que l'Ukraine a, c'est Zelensky qui a posé comme ligne rouge, on va dire, dans sa politique de récupérer l'ensemble des territoires, y compris la Crimée, chose que déjà Joe Biden en décembre dernier lui avait déjà mis un certain nombre de lignes rouges par rapport aux demandes de Vladimir Zelensky. Un certain nombre de bémols, oui, effectivement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la question de comment va-t-il réussir à récupérer ces territoires. Or, aujourd'hui, les solutions diplomatiques ne marcheront pas, et donc il faudrait une solution militaire. Et Nicolas Sarkozy formule ce constat aux responsables occidentaux. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour pouvoir aider l'Ukraine à récupérer ces territoires? Est-ce que vous êtes prêts à livrer davantage d'armes létales? Est-ce que vous êtes prêts à intervenir militairement sur le champ de l'Ukraine? Est-ce qu'on en est capable, tout en sachant que la guerre est en train de finir à ce que nous on a théorisé comme étant la guerre de Corée, donc une coréanisation du conflit, un conflit qui se gèle sur le front. Ça, c'est un pronostic que vous faites. Tiens. On verra si le général Yakovlev, qui est toujours avec nous, le valide. Avant ça, Nicolas Corato. Oui, moi j'avais une question pour le général en forme de réaction, mais est-ce que M. Sarkozy n'est pas un peu anachronique dans cette idée? Alors j'aime bien votre idée de neutralité forcée, parce qu'effectivement c'est un peu ça dont il est question. On a beaucoup parlé de la finlandisation, de la fin de la finlandisation. On a vu que la Finlande et la Suède sortaient finalement de ce rapport de neutralité imposé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à cause de la menace russe. Est-ce qu'il n'est pas anachronique d'imaginer une neutralité pour l'Ukraine à l'heure où tous les autres pays finalement rentrent dans un schéma beaucoup plus clivant et beaucoup plus bilatéral? Général Yakovlev. Oui, absolument. Déjà, je vous répète une des phrases de l'OTAN, mais il se trouve que j'y crois. Un des atouts de la souveraineté, c'est de choisir ses alliances. Vous choisissez vos amis. C'est aussi simple que ça. Moi, si mon voisin, sa fille veut se marier et que je ne suis pas d'accord avec son futur gendre et que je vais lui dire « Edmé Cunégonde ne devrait pas épouser Jean-René », il me dira « De quoi tu te mêles ?» Chacun son truc. Et donc là, déjà, dans une question de principe, l'Ukraine a le droit de choisir son type de relation, d'autant plus qu'en aucun cas, c'est une relation d'agression à l'égard de ses voisins. Et maintenant, deuxième point, l'Ukraine a été agressée une première fois en 2014, alors qu'elle n'avait rien fait pour mériter ça, et ensuite, de 2014 à 2022, la guerre a continué. Et puis après, il y a eu cette reprise, enfin cette deuxième phase, enfin la phase actuelle. Et vous faites bien de préciser que les combats ont continué. Pour l'Ukraine, clairement, la neutralité, c'est une vue de l'esprit. La neutralité, ça suppose un respect de la neutralité par les voisins. Et on la neutralité de la Suisse est respectée par l'Allemagne, la France, l'Italie et le Liechtenstein, si vous voulez. La Suisse raisonnerait différemment si sa neutralité était menacée, par exemple, par nous. Alexandre Nikolic. Évidemment que l'Ukraine a le droit de choisir ses alliés et de rentrer dans les alliances qu'elle souhaite, et elle a le droit de candidater si les différentes fédérations veulent l'accueillir. C'est assez évident. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy veut imposer à l'Ukraine à quelle institution l'Ukraine doit appartenir. Après, évidemment, on est tous d'accord sur le fait que c'est une agression de Vladimir Poutine, que donc de la Russie sur ces territoires. Mais une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va falloir qu'il y ait une sortie de crise. Il va falloir que on arrête avec en plein cœur de l'Europe une guerre qui tous les jours tue des centaines, voire des milliers de Russes et d'Ukrainiens. Donc effectivement, moi je comprends les propos qui ont pu être tenus par Nicolas Sarkozy. Je les partage évidemment pas tous, parce que je trouve qu'il y a une peut-être un peu une complaisance effectivement au regard du contexte et de l'agression qu'ont pu réaliser les Russes. Mais à un moment, on peut pas exclure ad vitam aeternam les Russes de toute discussion, de toute organisation internationale. Je vais juste, je suis obligé de citer cet exemple-là, mais parce que quand on parle de l'OTAN, au sein de l'OTAN, on a la Turquie qui parfois a eu des propos très belliqueux, même envers d'autres pays membres de l'OTAN, y compris la France et Emmanuel Macron, qui occupe aujourd'hui le nord de Chypre, qui a remis en cause du coup la souveraineté territoriale de Chypre. On peut parler de l'Azerbaïdjan, qui est aussi un allié de la Turquie et qui occupe aujourd'hui une partie du Haut-Karabagh. Il y a pareil même du Kosovo, avec une remise en cause de la souveraineté nationale d'un pays, notamment la Serbie, au Kosovo, sans qu'il y ait de référendum ou quoi que ce soit sur ces territoires-là, y compris les Kosovars étaient favorables. Je le remets pas en cause, mais sauf que est-ce que demain on va faire un référendum avec des
émissaires de l'ONU, par exemple, en Crimée ou dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on sortira de la crise? Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que on pensait que les Ukrainiens allaient, via leur contre-offensive, arriver à Mélitopol, séparer le nord et le sud de l'armée russe, et que ça allait pouvoir être décisif, notamment en termes de négociations. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On voit des Russes qui avancent à Kupiansk. Le général connaît beaucoup mieux la situation que moi, mais quelle est la sortie de crise possible? J'espère est-ce que lui, il a une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'on va continuer avec ces milliers de morts presque quotidiens? On va lui demander dans un instant à notre invité le général Michel Yakovlev. Avant ça, la parole à Philippe, qui est toujours avec nous depuis Montpellier. Pardonnez-moi, mon cher Philippe, je vous ai pas oublié, je vous promets. Est-ce qu'on a raison quand on le fait, et je dis on, troisième personne indéfinie, justement, est-ce que ceux qui accusent Nicolas Sarkozy de complaisance avec Vladimir Poutine ont raison de le faire pour vous, Philippe? Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Je dirais oui, dans ce contexte où c'est les Russes les méchants et les Ukrainiens les gentils. Je dis ça d'une ma petite fenêtre, d'accord? Surtout 1 an et demi après le début de la guerre. Donc cette intervention-là, aujourd'hui, quelque part, il prend à contre-pied un petit peu tout ce qui se raconte et tout ce qui s'écrit. Donc, je dirais complaisant aujourd'hui, oui. Et derrière, moi, j'ai une question, c'est mais pourquoi que maintenant? C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui se manifeste-t-il par écrit pour dire que il faut trouver un terrain d'entente 1 an et demi après, les milliers de morts, l'argent qui a été distribué et ainsi de suite. Peut-être parce que la guerre semble figée en ce moment. Tiens, justement, mon cher Philippe, on va faire le point avec le général Yakovlev qui est toujours avec nous. Effectivement, on a annoncé, l'Ukraine l'a annoncé elle-même, cette contre-offensive, et il semble qu'elle n'avance pas beaucoup et que la situation militaire soit bloquée. Est-ce que vous le confirmez? Alors, si la question m'est adressée, si j'ai bien compris. Alors, la situation, on en saura plus, je pense, dans les jours qui viennent. Les deux camps sont à l'extrême limite de leur force. On a 2 boxeurs épuisés qui n'arrivent même presque plus à soulever leurs gants. Il reste à l'Ukraine un petit peu de sa force de manœuvre qu'elle n'a pas encore engagée, mais j'ai lu dans la presse, parce que mes informations c'est la presse, j'ai lu dans la presse anglo-saxonne que la 98e brigade, qui était une des unités quand même les plus dures, serait sans doute bientôt engagée. Enfin, elle est dans le secteur 60 km sud de Donetsk. A priori, c'est pour bientôt. Alors, il y a 2 possibilités. La première, c'est que la ligne russe dans le sud, elle est proche de craquer. Elle a plus de réserve. La première ligne de résistance est très dure, mais derrière, a priori, il n'y a plus grand-chose. Donc, un effondrement est possible. Est-ce que l'engagement d'une ou des 2 dernières brigades restant aux Ukrainiens suffirait? Je ne sais pas. Je pense que le général Zaloujny non plus, et il doit y avoir un gros débat. Donc première hypothèse, le dernier sursaut des Ukrainiens ne suffit pas à effondrer le front sud, et là on est vraiment dans le match nul pour longtemps. Parce qu'il faudra que ça cesse. Oui, effectivement. Faute de moyens. Deuxième hypothèse, c'est une possibilité. Je ne connais pas sa probabilité. Mais on le saura dans les jours qui viennent. On sera fixé. Le front russe au sud lâche. Et là, là, on a une possibilité de victoire décisive pour les Ukrainiens. En dehors de cette hypothèse, alors Kupiansk au nord, il y a une pression russe. Ouais, bon. Elle est destinée à forcer les Ukrainiens à divertir une partie ou la totalité de leurs moyens de réserve. Sont-ils tombés dans le panneau ou sont-ils obligés de tomber dans le panneau? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on y verra plus clair dans les quelques jours, dans la dizaine de jours à venir. Si c'est toujours le match nul dans 10 jours, ça va s'arrêter. Et ça va se calmer pour longtemps. Oui, et en tout cas, d'ailleurs, ce qu'on est obligé d'observer, c'est que les combats font quand même rage en ce moment même, d'ailleurs, de part et d'autre du front. Question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Est-ce que c'est un ancien président français
de dire aux Ukrainiens, eh bien, renoncez à un moment ou un autre, vous êtes gentil, mais il va falloir que vous renonciez à votre Alsace-Lorraine si vous voulez la paix. Arrêtez de laisser votre jeunesse se faire tuer, puisqu'une bonne partie de la population masculine ukrainienne est sous les drapeaux elle-même, comme les Russes. Tiens, Nicolas Corato, puis Alexander Nikolic, et vous, Mathieu Hoc. Il y a deux questions à votre question. Est-ce que c'est un ancien président français de donner des leçons à ceux qui combattent pour la souveraineté de leur pays ? Pays qui, par ailleurs, si j'en crois, moi aussi la presse, est un allié de la France. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre première question ou sous-question, mais c'est ma réponse. Deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que pour M. Sarkozy, M. Poutine est toujours un modèle de dirigeant international ? Et ça aussi, ça pose une question, d'ailleurs, que je peux poser aux représentants du Rassemblement national. Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est toujours un modèle de dirigeant, de gouvernant ? Est-ce que sa ligne politique vous convient toujours autant qu'elle vous convenait avant la guerre en Ukraine ? Et est-ce que sa manière de diriger un pays vous convient ? La réponse d'Alexander Nikolic. Alors, le Rassemblement national n'a jamais dit que Vladimir Poutine était un modèle. Non. Enfin, vous pouvez enchaîner chercher modèle chez eux. Alexander Nikolic. C'est faux, mais bon, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Donc, par rapport au contexte, moi j'ai écouté aussi le général, je répondrai sur Nicolas Sarkozy. J'entends ce qu'il dit avec l'engagement dans les prochains jours ça sera peut-être décisif, mais je l'entendais, il intervient régulièrement sur LCI et je l'écoutais il y a quelques mois nous dire aussi que les semaines qui allaient arriver allaient être décisives et qu'on allait en savoir plus. Donc entre-temps, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, malheureusement, moi on va lui faire confiance, on va voir les prochains jours, mais en attendant, systématiquement, quotidiennement, il y a beaucoup de morts et de part et d'autre, et au plein cœur de l'Europe, on peut pas se satisfaire de ça. Oui, non, mais voilà, non, mais on peut avoir l'impression que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais on est obligé aujourd'hui de parler avec les deux parties, et en soutenant l'Ukraine et en étant intransigeant, évidemment, parce que sinon, ça serait légitimé que la souveraineté nationale des peuples soit remise en cause. Mais on va être obligé de discuter de manière aussi ferme avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est obligatoire, et parce que sinon, il n'y a pas de sortie de crise possible. En tout cas, c'est ce qui semble, c'est ce qui nous semble risqué dans le futur. Et c'est un risque pour l'Ukraine. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il va falloir peut-être Nicolas Sarkozy parle des référendums. Ça peut être une des sorties de crise partielles. Comment ça peut s'organiser ? Ça va être compliqué. Il faut aussi que les Ukrainiens qui ont été déplacés de cette partie de l'Est reviennent. Il faudra qu'il y ait une intervention internationale, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors là-dessus, je suis partiellement d'accord. Je pense que déjà, la question, c'est on est tous pour la victoire de l'Ukraine. Ici, autour de ce plateau, déjà, c'est important de le rappeler. Et Nicolas Sarkozy, je pense, l'est aussi. Mais la question qu'il pose, c'est pas une complaisance à l'égard de Vladimir Poutine ou quoi que ce soit, c'est dans les faits comment on matérialise cette sortie de crise. Et donc, il formule un certain nombre de propositions qui sont basées sur son vécu en tant qu'ancien président, et là-dessus ça me paraît tout à fait légitime, comme ça pourrait être le cas de François Hollande ou d'autres présidents américains. Et là-dessus il pose des questions, et notamment sur la question que vous posez au tout début, l'OTAN et l'Union européenne. Là-dessus, sur l'OTAN, la question c'est même pas l'adhésion de l'Ukraine ou pas à l'OTAN, c'est quel est l'avenir de l'OTAN en fait, qu'est-ce qu'on veut comme OTAN. Nous par exemple on prône pour un OTAN européen dans lequel effectivement l'Ukraine pourrait avoir sa place. Et puis après, la question de l'Union européenne, quand on voit aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, on peut se douter aussi d'une intégration de l'Ukraine aux institutions de l'Union européenne, tout en sachant que ça sera un long processus. Et bon, on va poursuivre le débat avec vous tous dans un instant. J'aimerais qu'on remercie notre invité qui devait nous quitter, le général Michel Yakovlev. Merci à vous d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, ancien haut gradé du commandement de l'OTAN. Allez, restez avec nous. Tiens, est-ce que on souhaite tous la victoire de l'Ukraine ? Est-ce qu'on doit tous souhaiter la victoire de l'Ukraine aussi ? C'était ce que vous disiez à l'instant. On va en parler dans un instant. Quelle solution pour une sortie de cette guerre ? En tout cas, quel scénario final ? À tout de suite sur Sud Radio.